Bonjour, ici la voix Euf, et aujourd'hui nous allons parler du Garçon et la Bête ou Bakemono no Ko. Ce film d'animation japonaise est réalisé par Mamoru Hosoda, est sorti en 2015 au Japon et janvier 2016 en France. Pour parler de ce film, je reçois aujourd'hui deux maîtres coqs en la personne de Gary. Salut. Et Wang. Bonjour. Alors Gary, Wang, ma première question est qu'est-ce qui vous a motivé pour aller voir ce film ? Moi, je connaissais pas du tout l'univers donc, de ce réalisateur. Voilà, je cherchais le terme exact. Et c'était parce que c'est un film d'animation c'est assez rare qu'il soit distribué à cette échelle-là, donc ça pouvait être intéressant. J'avais vu quelques critiques qui étaient plutôt sympas, donc j'y suis allé, quoi. Bah, moi, au contraire, je suis fan du réalisateur depuis un moment, depuis Summer Wars en fait. Et du coup, ça fait longtemps que je suis au courant de la sortie du film, depuis son annonce japonaise. Donc du coup, c'est un film que j'attendais depuis très longtemps. Ok, alors par rapport à ça, visiblement j'ai l'avis d'un néophyte et d'un expert. Alors ma question pour vous deux est qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon film. J'ai vraiment apprécié l'animation. Je trouvais qu'il y avait énormément de bonnes choses dessus. Ça change un peu du style d'animation qu'on voit habituellement. Des trucs un peu trop lisses. Là, j'ai vraiment bien aimé le travail qui était fait dessus. Sur le scénario en lui-même, bah, franchement bien, très bonnes idées, un univers assez riche, des personnages attachants, donc c'était vraiment une très belle réussite pour moi. Alors, pour ma part, objectivement, c'est un très bon film. Après, en tant que fan de Mamoru Hosoda, il y a 2-3 choses qui m'ont un petit peu gêné, mais c'est très mineur comparé à la qualité du reste du film. Donc, pour développer un petit peu, en fait, je trouvais que le film faisait un peu trop de redites par rapport aux anciens. Donc, on retrouve des éléments qui sont dans les précédents films. Parce que je ne l'ai pas vu moi. Voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est que justement, ce film a beaucoup plus de visibilité que les précédents. Et du coup, ça permet d'accueillir un nouveau public qui découvre justement les thématiques propres à Hosoda. Mais c'est vrai que justement, j'ai trouvé que ça manquait un peu de variété et aussi que les thématiques qui reviennent, en fait, il les abordait mieux dans ses précédents films. Alors justement, Wang, tu parles des thématiques, c'est ce qui va amener ma nouvelle question. Toi, qui es plutôt connaisseur de l'univers d'Hosoda, retrouve-t-on les thèmes propres aux différentes réalisations de ce personnage ? Alors déjà, il y a un truc assez récurrent dans ses œuvres, c'est que c'est souvent sur deux univers à la fois. Donc là, en l'occurrence, c'était l'univers de Tokyo et l'univers de la ville, enfin du monde des bêtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans Summer Wars, sauf que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de très virtuel, alors que là, c'est un monde fantastique. Après, les thèmes qui sont vraiment chers à l'auteur, c'est le thème de la famille. Donc là, effectivement, on a... alors ce qui est intéressant, c'est que dans Les Enfants Loups, c'était le point de vue de la mère. Là, en fait, on a plus un point de vue d'un enfant qui va être en recherche d'une figure paternelle. Donc c'est un point de vue un peu différent, et surtout en plus, c'est une figure masculine qu'on cherche là. Et le film est intéressant là-dedans, dans le fait que là, on va vraiment s'intéresser à une relation maître-élève, ou père-fils même. Alors je sais pas comment toi, Gary, tu l'as ressenti, ce développement. J'ai trouvé très intéressant que le personnage principal s'identifie, on va dire, à son maître au fil du temps, de la manière que qu'il y a un apprentissage réciproque entre les deux, que ce soit aussi bien une relation père-fils dans un sens que dans l'autre. En fait, ils vont chacun apporter à l'autre quelque chose d'intéressant que justement les deux personnages n'avaient pas à la base, ce qui est un peu l'accomplissement des deux personnages en même temps. La fin d'ailleurs démontre que le personnage qui est, on va dire, très égoïste, très égocentrique de la bête, dont j'ai oublié le nom. De quoi, Komatetsu Komatetsu, voilà. Ouais. Qui du coup, au fil du temps, va vraiment prendre conscience de ce qu'il est capable d'apporter et
de la richesse qu'il y a en lui et ce que les autres lui apportent. De la même manière que le garçon, Ren, Ouais, ou Kyuta ou Kyuta, ça, dans son nom voilà, d'adoption. va avoir une relation comme ça avec Komatetsu et avec d'autres personnages autour qui vont graviter. Je pense notamment au moine et au chimpanzé là, Oui, qui, je voilà, sais plus comment il s'appelle, mais qui vont en fait lui servir de famille de substitution. Ouais. Et je trouve ça très bien, très intéressant, très bien amené, surtout que à aucun moment, en fait, ils vont vraiment essayer d'être, on va dire, ils se revendiquent pas, contrairement à l'oncle et la tante qui devaient l'adopter à la base, Oui. comme étant ses nouveaux parents. C'est juste des gens qui l'accompagnent. Et je C'est trouve ça. ça beaucoup plus intéressant qu'une sorte d'adoption forcée. Bah, c'est bien que ça t'ait marqué parce que justement, je disais qu'il y avait beaucoup de redites par rapport à ces précédents films, mais c'est l'élément qui est pour le coup très original, c'est justement cette relation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que, bon, c'est un récit initiatique d'apprentissage qui finalement est assez shonen. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de cinéma, dans beaucoup d'histoires japonaises comme ça. Mais là, justement, cette relation inverse, c'est-à-dire que le maître a autant à apprendre de l'élève que l'inverse, ça c'est quelque chose qui était pour le coup assez original dans le film. Et là où je trouve que le film faiblit un peu, c'est dans sa deuxième partie, où donc une fois que le personnage, enfin l'enfant a grandi, et qu'il retourne dans le monde des humains, où là en fait il y a un autre basculement pour en fait instaurer un dilemme, enfin entre est-ce qu'il va retourner dans le monde des humains ou est-ce qu'il va rester dans le monde des bêtes. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Gary, de ton côté. Moi j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide, et aussi que le personnage de Kaede, donc la fille, est pas très marquant. Euh, Je sais pas ce que tu en as pensé de ton côté. Rapide, oui, c'est certain. C'est vrai qu'effectivement, en comparaison du temps, parce qu'on ressent vraiment le temps passé avec, dans le Royaume des Bêtes, avec Komatetsu, avec, au fil des années, des saisons, ils mettent vraiment énormément de temps à se trouver, entre guillemets, alors que avec la jeune fille, donc avec Kaede, ça va très très vite, quoi. Et puis elle fait vraiment en fait la jeune fille en détresse, qui du coup a été sauvée par Kyoto. Ouais, Kyuta. Kyuta, voilà. Et au final, elle apporte pas grand chose au personnage, je trouve, si ce n'est éventuellement un attachement supplémentaire. Le fait d'avoir une nouvelle raison en plus de retourner dans le monde des humains et ce qui va induire d'autres éléments qui vont se placer dans l'univers des humains. Euh, sur le déroulement final, il y a une logique derrière. Après, effectivement, peut-être que ça aurait été plus intéressant que ils se mettent à retourner dans le monde des humains un peu plus tôt, ou que de temps à autre il essaye d'y retourner, notamment parce que il a pas son père, quoi. Il sait que son père est vivant, son père biologique est vivant, il pourrait le rechercher et il ne le fait pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je sais plus combien de temps fait le film, je crois qu'il fait un peu moins de 2 heures. Je sais. Quelque chose du genre. Enfin, je crois qu'il est un peu moins long que les précédents. Enfin, en tout cas, moi je l'ai senti, il est passé un peu plus vite. Et c'est vrai que justement, sur cet aspect-là du retour, et le personnage de Kaede, en fait, dans tous ces autres films, il y a toujours une figure féminine qui était assez importante. Et là, c'est vrai que Kaede a du mal à tenir la comparaison avec les précédentes figures féminines. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est des défauts qui sont assez mineurs et qui n'empêchent pas d'apprécier le film en tant que très bon divertissement. Justement, par rapport à tout ceci, est-ce qu'on ne se retrouve pas face à une certaine redite du livre de la jungle de Walt Disney à travers ce thème fortement présent de, d'un enfant élevé par des monstres à la place d'animaux, de retrouver très vite sa place dans le monde des humains pour terminer dans un happy end? Non, pas vraiment, parce que le livre de la jungle, c'est une vision très occidentale, et pour le coup, c'est des vrais animaux dans le sens, dans le sens animal, c'est des bêtes. Ouais. Alors que là, c'est plus une notion qui est plus orientale, plus japonaise, où en fait c'est plus des dieux, des kami. Et donc en fait, ce sont des personnages, enfin ce sont des animaux humanisés. Ils se comportent, voilà, il y a une notion de clan, tout ça. Ça se ressemblerait plus à si le personnage de Kyuta revenait dans le passé, dans un monde un peu médiéval ou quoi, plus que quelque chose de très bestial. Alors bon, après, oui, j'ai vu passer une ou deux fois cette comparaison. Ça m'a pas. Enfin, avant que je l'entende, j'y avais pas pensé. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, parce que pour moi non, parce que justement,
Kyuta, C'est ça. voilà, Tu y arrives au bout de la troisième ça y est, fois. Ouais. Kyuta apporte quelque chose en fait aux bêtes, notamment en fait c'est comme si pour reprendre si on regarde en fait la comparaison du livre de la jungle, c'est comme si Mowgli était entre guillemets l'élève de Shere Khan versus la bête, enfin l'animal le plus apprécié, le roi de la forêt quoi. C'est comme si ou même par rapport au roi lion, genre Simba est l'apprenti de Scar et il va détrôner Mufasa qui est l'ultime enfin le futur souverain en fait, voilà. Alors que dans celui-là je trouve qu'on n'a pas cette comparaison. On a vraiment un personnage qui va interagir avec d'autres. Il va y avoir un échange entre les personnages, alors que Mowgli ne fait que recevoir en fait l'enseignement de la forêt, va pas vraiment transmettre autre chose. Et puis quand il va voir que il est pas le seul humain, il va se barrer. Alors que Kyuta il sait très bien qu'il n'est pas le seul humain puisqu'il vient du monde des humains, mais vu qu'il n'y avait plus sa place, il a changé de monde. Et finalement, quand il retombe dessus, un peu par hasard d'ailleurs, quand il retombe dessus, il dit ah bah tiens, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Il y retourne et il revoit des éléments en fait qu'il a laissé en plan en fait là-bas. Ce qui l'oblige un peu à jouer sur les deux univers parce qu'il peut pas abandonner l'univers des bêtes parce que clairement il est très attaché à Komatetsu, mais en même temps son monde d'origine étant celui des humains, il joue un peu sur les deux tableaux et il aimerait bien en fait justement que les deux univers soient plus liés. Oui, voilà. C'est en fait, si on doit garder la comparaison avec le livre de la jungle jusqu'au bout, c'est comme si la fin du livre de la jungle, c'était à peu près à la moitié du film, quoi. C'est ça. C'est voilà. Alors, par rapport à tout ceci, on a entendu parler à travers vos termes d'une relation père-fils, maître-élève. Justement, quels sont les liens entre les personnages? Comment les avez-vous ressentis à travers ce long métrage? C'est vraiment au centre de tout ça, donc sans trop spoiler, mais c'est compliqué. En fait, toute la dichotomie, c'est quelque chose qui se retrouve dans les précédents films de Hosoda, et particulièrement dans Les Enfants Loups, où dans Les Enfants Loups, en fait, les enfants, au bout d'un moment, doivent choisir entre leur part bestiale et leur part humaine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve là, sauf que là, c'est comme tu le disais, Gary, c'est un mélange, c'est deux mondes qui ont quand même de gros atomes crochus. Et du coup, la relation entre les personnages, alors effectivement, celle entre Kyuta et Komatetsu, elle est très intéressante justement parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, le rapport maître-élève. Alors après, il y a aussi toute la notion du père, vu que justement le choix entre ces deux mondes va se faire, pour Kyuta, va se faire entre le choix d'une figure paternelle, sans trop en dire. Et après, c'est vrai que comparé au précédent film de Hosoda, il y a moins de protagonistes forts en quantité. C'est-à-dire que là, il y a vraiment il y a Komatetsu, Kyuta, et Kaede dans une moindre mesure. Elle est plus là pour représenter le monde des humains. Il y a Après, il y a d'autres personnages, genre Yosei et ses enfants. Voilà, Yosei, je pense à Yosei. Donc Yosei, c'est le rival de Komatetsu, en fait, puisque l'histoire, sans trop développer, mais en gros, Komatetsu et Yosei sont en rivalité pour reprendre la direction du village des bêtes. Donc il y a une notion de rivalité, mais qui est très digne en fait. C'est pas vraiment un ennemi, c'est pas un opposant non plus. Donc c'est assez difficile de parler uniquement en fonction des personnages parce que ça définit un peu tout, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Il y a des relations qui sont très facilement identifiables. Komatetsu, Kyuta, c'est net. Je veux dire, on n'a pas de doute sur cette relation-là. Yosei et Komatetsu, c'est pareil, c'est des rivaux. Un peu dans le code du samouraï, beaucoup d'honneur en fait. De fierté, ouais. Même si Komatetsu est un gros bourrin, un peu. Il est bourru, quoi, clairement. Alors que Yosei, c'est plus le seigneur qui a une certaine prestance. Ils ont quand même énormément de respect l'un pour l'autre. Ce qui est, je trouve, intéressant en fait, que c'est pas juste une rivalité brutale et juste le but, c'est pas juste tuer l'autre en fait. C'est juste montrer je suis le plus fort, voilà, c'est comme ça. Par contre, les autres personnages, alors par exemple celui du chimpanzé qui suit Komatetsu tout le long de l'histoire, on sait
c'est un pote à Komatsu en fait, il est là, on sait Oui, pas trop pourquoi. c'est du comic relief. tout bêtement, Voilà. Et le moine, Ouais. le moine c'est celui qui découvre que Kyuta s'est infiltré dans le monde des bêtes. Il dit bah, je vais te raccompagner chez toi. Ils sont interceptés par Komatsu et puis le moine continue à les suivre et on comprend pas trop du coup pourquoi il est là. Mm. Il est là clairement pour apporter une parole de sagesse, pour pouvoir permettre à la fois à Kyuta et à Komatsu de réfléchir sur leur relation, contrairement au singe qui est vraiment là pour faire l'idiot. Euh, mais au fait, finalement, même si on comprend pourquoi il est là, en tant que, on va dire, psychologiquement, on sait pas qu'est-ce qui le pousse à suivre Kyuta et Komatsu. C'est un moine, il est censé être dans un temple Oui, mais ou au ailleurs, final, quoi. ouais, le film en dit pas beaucoup sur lui. Ouais, Mais voilà, c'est le problème qu'il y a à peu près sur tous les personnages secondaires, c'est un peu ça. C'est plus des personnages fonction que des personnages auxquels on va vraiment où on va avoir beaucoup de détails dessus. Après, il y a quelques personnages qui sont intéressants, auxquels on a des réactions et qui ne s'entendent pas. Je pensais au deuxième fils de Yosei, euh, qui est au début un peu vindicatif vis-à-vis de Kyuta, parce que bah, il est le fils du plus fort. Et enfin, lui, le gamin de Mm. Yosei, est le fils du plus fort, donc du coup, il a envie de se mettre en avant vis-à-vis de Kyuta. Et quand il découvre que Kyuta est fort, il dit putain, c'est cool, t'es fort aussi, et soyons potes. Oui, voilà, c'est aussi une notion de respect en fait. Voilà, c'est ça. C'est Et une projection. il y a moins en fait de rivalité. Il y a toujours de la rivalité, mais c'est surtout sur l'honneur, le respect d'autrui, et plutôt que sur juste se taper dessus en fait. Mm. Et j'ai trouvé cette relation-là dans le monde des bêtes est très bien ressentie. Mais à l'inverse, je trouve que pour mettre en valeur ces relations-là, ils n'ont pas forcément assez diabolisé les relations entre les humains. La seule relation qu'on a du monde des humains, c'est les parents, enfin l'oncle et la tante de Kyuta qui veulent l'adopter. Et encore, on les voit quasiment pas. Bah non, parce qu'en On plus voit même pas leur on visage. voit que des silhouettes. Pour le coup, ils sont vraiment projetés de très loin, quoi. Et du coup, on comprend pas trop pourquoi les relations du monde des bêtes sont plus vertueuses que celles des humains en fait. Parce Bah, que c'est ce que le film met en avant aussi, en disant que pourquoi il n'y a pas d'humains dans le monde des bêtes, ils disent parce que les humains vont apporter de la noirceur, des ténèbres. Mhm. Donc on sent qu'il y a quelque chose de plus vivant dans le monde des bêtes. Et bon, après, c'est un point qui va servir à la suite de l'intrigue, sans trop en dire. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il a voulu surtout mettre en avant les personnages des bêtes plus que des humains, même si vers la fin du film, il y en a quelques-uns quand même. Osoda, dont le succès au Japon n'est plus à démontrer, puisque le film Le Garçon et la Bête a été au box-office japonais à la deuxième place sur l'année 2015 pour un long métrage japonais, animé ou non animé. Mais peut-il s'implémenter en France comme les films des studios Ghibli, à votre avis ? Alors, déjà, il faut savoir il y a un point important, c'est que ce film, Le Garçon et la Bête, est distribué par Gaumont, et c'est une première. C'est-à-dire que Gaumont, dès l'annonce du film, dès que le film a été révélé au public, Gaumont tout de suite était partie prenante du truc en disant on fait partie de la production et on va servir à la distribution. Alors je sais pas si c'est juste en France, en Europe, peu importe. Alors que les précédents films de Hosoda, pour la diffusion française, étaient gérés par Eurozoom, donc ils sont plus ou moins liés à Kazé, qui est l'éditeur des films en France. Et donc Eurozoom n'avait pas non plus des moyens assez importants pour faire une distribution massive des films. Et pourtant, ils ont fait un assez bon succès avec le précédent film, donc Les Enfants Loups, où il y a eu 200 000... Plus de 200 000 entrées, c'est ça. effectivement, en France. Il y a eu 200 000 entrées en France. Donc ça a fait un beau succès, je pense. Donc c'est à ce moment-là que Gaumont s'est dit, Osoda, ça doit être une valeur sûre, et donc on va capitaliser sur ce réalisateur. Et alors après, de là à ce qui remplace Ghibli en France, bon déjà il faut savoir que le studio Ghibli, ils sont un peu au creux de la vague, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus réalisé de film depuis Souvenir de Marnie, qui est sorti en France début 2015. Donc il faut une nouvelle vague de réalisateurs japonais, et donc il y a Mamoru Hosoda, il y a Keiichi Hara, qui a réalisé Misokusai, qui est sorti aussi en France à l'automne. Et alors après, de là à dire que Mamoru Hosoda est le successeur de Miyazaki, on n'en est pas encore là, puis surtout c'est des comparaisons qui sont toujours un peu Délicate. un peu délicates.
Non, c'est intéressant qu'il y ait de nouveau qu'on arrête de faire que jurer par Ghibli absolument, qu'il y ait une nouvelle tête qui se présente, parce que de toute façon, à terme, je veux dire, Ghibli pourra continuer comme enfin, ils pourront continuer autant qu'ils veulent. Ça n'empêchera pas d'autres réalisateurs de se placer. Je veux dire, on ne Oui, s'attend pas à ce que, ne serait-ce qu'en France, il n'y ait qu'un seul studio qui réalise tous les films, quoi. Je veux bien dire, il sûr, y en a plein. bien sûr. Mais après, voilà, c'est vrai que l'animation japonaise reste encore un secteur assez limité en France au niveau de la distribution. Surtout en film, Voilà, en film, bon après en animé, c'est autre en chose. série animée c'est autre chose, mais c'est vrai que les films c'est encore quelque chose d'assez limité. Et c'est vrai que là de voir un groupe comme Gaumont, qui n'est pas non plus le dernier groupe français, se mettre autant de billes là-dessus, même j'ai vu que dans divers centres commerciaux, il y avait la bande-annonce qui passait sur des panneaux publicitaires, donc il y a eu quand même un effort commercial dessus. Après, les premiers chiffres au box-office sont pas très très bons, puisque là, ça fait déjà 3 semaines qu'il est sorti, 3 4 semaines, et je crois que ils en sont à 40 000, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus exceptionnel. 40 000 Mais entrées. c'est, oui, entrée. Mais c'est encourageant en tout cas, et il faut que ça continue, quoi. Alors, pour terminer, donc il faut savoir en plus que ce film est sorti peu de temps après la déferlante Le Réveil de la Force, ce qui peut expliquer aussi ce demi-échec ou demi-succès, façon de voir les choses. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Je vais vous demander donc eh bien, de noter à travers une petite recette comme d'habitude ce film. Pas évident, pas évident. Quelque chose de très très bon et dont on se resserre avec grand plaisir. Je sais pas. Hmm. Bah moi, ça va être un œuf à la coque. Je ressors mon œuf à la coque. Mais il manque un petit peu de sel. C'est 3 fois rien. C'est une très bonne recette. Et pour ceux qui n'ont jamais mangé d'œuf à la coque, c'est un plat délicieux. C'est une très bonne découverte. Donc je vous recommande d'aller voir le film. Mais voilà, après pour les spécialistes, ça reste un très bon moment. Il va manquer quand même un petit quelque chose pour. Enfin voilà, c'est un bon film. Ce sera pas le meilleur au soda pour moi. Une omelette au fromage pour moi. C'est franchement, on peut regarder ça plein de fois, découvrir des petites choses en plus à chaque fois, des petits détails qui nous ont échappé. Euh, on prend le temps de savourer en fait l'œuvre en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est très plaisant dans un film, quel qu'il soit, c'est de se permettre de le regarder de nouveau, découvrir de nouvelles choses parce que on était tellement concentré sur un personnage qu'on n'a pas vu qu'il y en avait un autre qui faisait ça en arrière-plan, il y avait peut-être des lignes de dialogue qu'on a ratées, qui changent une petite perspective sur un avis ou un autre. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas et on y revient. Mm. Messieurs, l'émission est donc terminée. Wang, merci beaucoup. Merci. Gary, merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle voix off. Ciao. Au revoir.